Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre webinaire RSE mensuel dont vous avez l'habitude. N'hésitez pas à nous faire coucou, bonjour, et vous Coucou, avez le bonjour chat, Thomas. voilà. Et vous avez le chat pour nous laisser des questions, des messages, et nous sommes ensemble pendant 1 heure. Voilà, et donc je crois qu'il y a des gens qu'on connaît dans la salle, Ursula, Olivia, Karine et d'autres qu'on ne connaît pas, ou Nathalie Bianco. Donc heureux et vraiment très content de partager cette heure avec vous. Effectivement, vous avez vu que mais, notre première ministre Elisabeth Borne a lancé un plan de sobriété énergétique. On a voulu aller plus loin dans les ateliers éco-frugales puisqu'on avait anticipé la sobriété. C'est un message qu'on portait depuis longtemps avec Philippe et Emmanuel sur les solutions éco-frugales. Et donc, du coup, Emmanuel, est-ce que tu peux dire un petit mot d'introduction? Oui, tout à fait. Merci beaucoup Thomas et merci Philippe énormément d'être avec nous à nouveau, je dirais, pour toutes les actions qu'on mène ensemble pour Orange. Donc effectivement, tout ce qui est sobriété énergétique, c'est hyper important. Ça tombe bien parce que dans la RSE, en plus, généralement, l'énergie, c'est des énergies fossiles et donc la plupart émettent des gaz à effet de serre. Donc ça fait longtemps qu'on lutte contre ces maudits gaz à effet de serre pour tous les sujets liés au changement climatique. Généralement, quand on cherche des solutions, on va avoir 3 types de solutions. On va avoir les solutions d'efficacité, c'est souvent celles qui sont dans l'industrie où on va essayer de faire d'émettre moins ou en utilisant le moins d'énergie possible, mais la même chose. On va aussi faire tout ce qui est décarbonation, donc carrément changer la source d'énergie. Mais il y a quelque chose qu'il faut faire en premier, ça va être tout ce qui est sobriété. Et donc là, ça tombe bien. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire chacun de nous. Côté Orange, on a déjà un énorme plan, évidemment, au niveau de l'entreprise sur la sobriété énergétique. Mais on va essayer de regarder chacun de nous ce qu'on peut faire. Et donc, on travaille avec mon atelier éco-frugal, avec la start-up avec laquelle on a déjà fait les ateliers zéro déchet, mais aussi le kit de sobriété numérique. Donc, on était déjà dans le mot sobriété quand on avait lancé ça sur le numérique, le métier d'Orange. Et puis là, c'est plus général encore puisque c'est l'énergie qui sous-tend tout notre monde actuel. Donc, la sobriété énergétique. Merci Emmanuel pour cette intro. Donc, bonjour à toutes et à tous, moi je suis Philippe Lévesque, je suis fondateur de mon atelier éco-frugal. Mon atelier éco-frugal, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On a la chance d'avoir des soutiens, on a la chance d'être hébergé l'an dernier chez Orange. J'ai la bonne nouvelle, on a fait partie de la dernière promotion. Et là, maintenant, nous sommes dans l'incubateur de la Maïf à Paris, toujours dans le quartier. Donc, l'atelier qu'on va faire aujourd'hui, c'est une avant-première. C'est vraiment une avant-première, c'est presque un tour de chauffe. Puisqu'on avait co-créé ensemble le kit numérique responsable qui a eu un certain succès et qui continue. Alors, sobriété numérique, on l'avait pu appeler numérique responsable, mais maintenant, c'est vrai que la sobriété est à la mode. L'idée d'aujourd'hui, c'est de faire en avant-première l'atelier sobriété énergétique. L'objectif, à la fin de cet atelier, c'est que bien sûr, vous découvriez des solutions, mais surtout, vous donner envie d'animer à votre tour un atelier, que ce soit avec vos collègues, mais même avec votre association, vos voisins, puisque c'est en coopérant, en mutualisant nos solutions, nos expériences qu'on avance vraiment sur le chemin de la transition écologique. Donc, le temps va passer vite, donc je ne vais pas passer trop de temps en introduction, juste pour vous rappeler quand même quelques... Alors, attendez, je vais faire modifier. Sachant qu'on est bien d'accord, Philippe, aujourd'hui, c'est des solutions pour réduire la facture énergétique liée à la mobilité et au chauffage. Exactement. Et le 12 décembre, on a un autre webinaire, la deuxième partie, où on parlera de l'eau et de la gestion de l'eau. Eau chaude, énergie décarbonée, Emmanuel en a parlé, exactement, et également isolation énergétique, rénovation énergétique. Donc, l'atelier qu'on va faire, voilà, il est en 2 parties. Aujourd'hui, c'est la première partie, c'est mobilité. On va parler chauffage également. Donc, voilà, c'est une introduction. On ne va pas pouvoir interagir comme un atelier en présentiel parce qu'il n'y a pas de visio, mais vous allez pouvoir interagir grâce à un outil. Vous pouvez interagir sur le chat, n'hésitez pas, toutes les questions, toutes les remarques et toutes les idées. C'est ça. Et vraiment, partagez vos solutions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. L'idée, c'est de se rapprocher au maximum du format d'atelier, de vous faire vivre cette expérience et de vous donner envie de vous lancer à votre tour.
Le kit d'animation qui me sert à faire cet atelier, il sera en ligne probablement, je pense, peut-être fin de la semaine prochaine. En tout cas, l'idée, c'est que ce kit d'animation de 60 pages vous autonomise, vous outille pour vous aussi devenir un ambassadeur, une ambassadrice de la sobriété énergétique à la maison, mais aussi dans votre entreprise ou votre collectivité locale. Un atelier, comment ça fonctionne? Vous vous inscrivez sur la plateforme, vous créez votre événement, vous choisissez une des thématiques. On a également zéro déchet, Manuel en a parlé, on a alimentation responsable. Vous recevez une box, pas pour toutes les thématiques, mais pour zéro déchet, et ensuite vous faites l'atelier. Voilà, c'est entre format 1 heure, 1 heure et demie, voire en plusieurs fois. Et l'idée, c'est que via l'intelligence collective et la mutualisation, en fait, ça favorise l'adoption de nouvelles pratiques sobres et éco-responsables. Voilà nos ateliers. Donc, celui que vous voyez en bas à gauche, c'est le futur atelier qu'on va sortir. Là, vous voyez en avant-première la couverture. Celui qui est à droite, c'est le numérique responsable que vous pouvez aussi accéder en source ouverte. Et la communauté éco-frugale, aujourd'hui, c'est plus de 6 000 participants à ce jour, avec Orange qui joue un rôle très, très important, parce que vous êtes, je crois, plusieurs milliers à Orange aussi, avoir fait des ateliers dans le cadre du travail. C'est inscrit aussi dans le parcours. Comment ? Et puis ça va se développer puisque tu fais Orange Village la semaine prochaine et toutes les parties d'Orange France. Donc il y a une communauté très importante d'ambassadeurs chez Orange. Et puis je crois aussi aujourd'hui c'est ouvert à l'extérieur. Voilà, on a partout en France métropolitaine des gens qui partagent, qui agissent à leur niveau. Donc le principe d'atelier, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on va en parler solutions. Alors, si vous avez des questions à approfondir, n'hésitez pas. Par contre, on ne va pas lancer de débat, on ne va pas lancer un débat sur le nucléaire ou la voiture électrique et tout. Pourquoi ? Parce que ça va polariser, on ne va pas avoir le temps d'avancer. On va faire se concentrer sur ce qui marche, ce qu'on a testé. N'hésitez pas non plus à enregistrer, à noter les bonnes idées, parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses. Donc, notez-les. C'est un peu la to-do list. Aussi voir si l'objectif, c'est de pouvoir peut-être animer à votre tour cet atelier. Et puis, juste une précision, c'est que cette vidéo est enregistrée. Voilà. Donc, sur ce, je vous propose de vous lancer. Donc, on va utiliser un outil. Si vous ne le connaissez pas, je vous recommande. C'est WooClap, c'est une entreprise belge qui a développé ça au départ pour les enseignants. C'est pour interagir très facilement. Donc, vous allez vous connecter sur votre ordinateur portable ou sur votre téléphone portable. Vous n'avez pas besoin de charger l'appli. Vous tapez wooclap.com et ensuite vous allez rentrer le code que vous voyez. F pour Franck, R pour Robert, Z comme Zoé, H pour Henri, R pour Robert, Y pour Yves. De toute façon, le code sera rappelé à chaque question. Voilà, ne vous inquiétez pas. Merci. Je vois que Emmanuel l'a mis en ligne. Alors, je vous propose de commencer. Donc, si les règles sont bien comprises pour tout le monde, juste un rappel pourquoi cet atelier, Emmanuel en a parlé, 9,9 tonnes, c'est l'empreinte carbone, voilà, moyen d'un Français. Et 26%, c'est ce que représente le transport. Donc, c'est un des postes sur lequel on va travailler aujourd'hui. La sobriété énergétique, vous allez voir, la mobilité a un rôle important. Et sur ces 26%, 2,6 tonnes, en fait, la majorité, c'est lié au véhicule. Excuse-moi, c'est... Ouais. On a un petit débat, c'est WooClap ou WooLap WooClap. Non, pardon. Je supprime mon message alors. Ouais, supprime-le. Non, c'est... Voilà, c'est ça. De toute façon, ça sera affiché pour toutes les questions. D'accord, merci. Autre chose, donc 26%. Et l'autre sujet, là, on va parler aussi mobilité, aussi on va parler un peu habitat, logement. Et c'est le troisième poste. Entre les deux, il y a l'alimentation. C'est l'habitat. Ça comprend aussi bâtiments tertiaires, résidences, logements, et c'est 1,9 tonnes, 19% de notre empreinte carbone. Sachant qu'on doit arriver à la neutralité carbone en 2050, et pour ça, il faut arriver à 2 tonnes. Voilà. Donc les solutions qu'on va découvrir aujourd'hui participent bien sûr à cette réduction d'impact carbone. Alors, juste quelques ordres de grandeur, comme dirait Jean Covici, qu'on aime bien. Ça, à gauche, c'est, vous voyez, la cartographie de l'empreinte carbone d'un Français. Ça reprend les éléments que je viens de vous dire. Et à droite, c'est des ordres de grandeur sur le kilowattheure. Beaucoup de gens ont du mal à s'imaginer ce que c'est. 1 kilowattheure, pardon, 1 litre de pétrole, c'est 10 kilowattheures. Voilà, 10 kilowattheures d'énergie. Donc, voilà, vous avez des éléments de comparaison. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais ça sort dans le kit, de toute façon, que vous pourrez télécharger. Donc, le parcours, on en a parlé.
première partie aujourd'hui. Deuxième partie, ça sera le 12 décembre. Aujourd'hui, ça va être une grande partie mobilité. On va parler chauffage et également optimisation de ces appareils électriques et gaz. C'est ce que Emmanuel appelle l'efficacité. C'est l'efficience, l'optimisation, c'est la même chose. Sur ce, je vous propose de commencer directement avec un petit quiz pour se mettre en jambes. Alors, petite question pour vous. Je vais vous la répéter. En moyenne, combien de kilomètres un Français parcourt-il chaque année en voiture? Donc, je vous invite à voter. On ne va pas prendre trop de temps pour voter parce que ce n'est pas l'essentiel pour répondre. Donc, je vous donne quelques secondes pour répondre. Et comment vous allez le faire? Vous allez le faire à partir de maintenant. Normalement, c'est miraculeux. L'écran, ce que vous voyez, s'affiche sur votre écran. Voilà. Donc, je vous invite à voter en direct, à essayer de trouver la bonne réponse. Et bien sûr, l'idée, c'est aussi, à travers ce quiz, de vous faire prendre conscience aussi de l'importance des déplacements aujourd'hui motorisés en France. Alors, vous êtes aujourd'hui là à 54%. Moi, j'ai envie d'arrêter le compteur là. Je vais arrêter à 54% et je vais vous donner la bonne réponse. Voilà. J'arrête au moment où ça m'intéresse. Vous êtes un maximum d'avoir la bonne réponse, c'est ça. La bonne réponse, c'est 13 117 km. Alors, c'est une moyenne parce que quand on est un diesel, figurez-vous que vous parcourez plus de kilomètres, c'est un peu logique, que quand vous avez un essence. Et diesel, c'est 15 895 km et essence, c'est 8 989 km. Donc, la première question que j'ai pour vous, c'est comment réduire ses déplacements. Emmanuel en a parlé, la sobriété, c'est déjà réduire sa consommation d'énergie. Donc, en amont, de même que le déchet le plus propre, c'est celui qui n'existe pas. L'énergie la plus propre, c'est celle qu'on n'utilise pas. Donc, la première question que j'avais pour vous, vous pouvez répondre à la fois dans le chat, mais aussi par voclap, c'est, d'après vous, comment on peut réduire les déplacements professionnels, les trajets professionnels. Donc, je vous invite à voter, à vous exprimer, donc soit via voclap directement, soit directement via le chat. Le covoiturage, Christophe, le vélo, tout à fait. Les transports publics, c'est pas grave exactement. Tout à fait. Alors, on a le télétravail. Alors, ouais. Alors, par contre, là, vous ne répondez pas tout à fait à la question parce qu'en réalité, vous n'allez pas forcément réduire les trajets, c'est réduire les distances. Là, vous êtes déjà dans les solutions décarbonées. Comment on peut déjà réduire les distances? Se rapprocher de son travail, voilà. Première bonne réponse, quand c'est possible. On va en parler, mais voilà, ça c'est la première chose. Quoi d'autre encore? Le télétravail, exactement. Le télétravail, c'est... Alors, on n'a pas encore assez de recul, mais probablement que le télétravail permet quand même de réduire l'impact environnemental lié au transport, même s'il y a des effets de bord. Il y a beaucoup de choses. Alors, en rapport vraiment à la réduction des trajets, la visio, ouais. Je ne vois pas. Là, c'est les trajets professionnels. Donc, ouais, là, on est sur les trajets professionnels. C'est effectif. Ouais. Parce que toute mais la vous pouvez partie parler de trajet après. On va étendre aussi au trajet particulier. Ouais. Alors, il y a des autres solutions. Notamment, moi, j'ai eu l'occasion d'aborder ce sujet avec les salariés de la Banque de France, c'est des tiers-lieux. Parce que des tiers-lieux, ça peut être un lieu à mi-chemin entre votre travail et l'entreprise. Ça permet de réduire la distance. Donc, ça, c'est une première idée. Ah, j'étais justement en train de l'écrire, Philippe. Merci, Daniel. Parce que justement, là, je suis dans la fac où j'ai les tiers-lieux, ce matin. Ouais, mais les tiers-lieux, si vous permettez, ça demande que l'employeur soit d'accord qu'on soit dans un espace coworking ou... Complètement. On en parlera après. On va parler après aussi des petites actions qu'on peut mettre en entreprise ou dans sa collectivité locale. Tout à fait, ouais. Donc, il y a les tiers-lieux. Après, il y a tout ce qui est, dans les cas des grandes entreprises, c'est favoriser les mutations, les rapprochements. Voilà, ça, c'est une autre possibilité. Parler d'espace de coworking, c'est tiers-lieu. Voilà, c'est un lieu où on a un environnement où on peut travailler, où on peut retrouver éventuellement des collègues ou pas, ou ça peut être d'autres entreprises. Donc ça, voilà, déjà, comment réduire les distances. Et puis après, on va parler aussi de comment bien sûr, décarboner. Maintenant, je voulais vous interroger un peu au niveau, alors on va parler après de solutions entreprises, mais au niveau personnel, comment on peut réduire ces trajets? Est-ce que vous avez des idées? Comment on peut réduire les kilomètres parcourus? Les trajets perso, tu veux dire, du coup? Trajets perso. Ça peut être lié avec le travail.
par exemple, si vous accompagnez vos enfants à la crèche le matin, c'est un trajet perso, mais si au travail, vous avez la possibilité d'avoir une garderie, une crèche proche du travail, vous voyez, vous réduisez à la fois vos déplacements pro et perso. Je vous donne un autre exemple pour réduire les trajets. Aujourd'hui, c'est par exemple tout ce qui est, des gares alternées, par exemple, pendant les vacances scolaires. Au lieu de faire le déplacement aller-retour, c'est utiliser des services comme Junior et compagnie. Pour éviter d'avoir fait un retour en voiture, vous pouvez utiliser le service Junior et compagnie pour mettre votre enfant dans le train pour qu'il parte chez ses grands-parents, par exemple. Donc ça, c'est un autre système pour réduire les distances. Alors, il y a beaucoup de solutions. Aussi, tout ce qui est collecte, système de pédibus, vous organisez entre parents pour aller ensemble, par exemple, à l'école en vélo, ou faire un système de ramassage scolaire pédestre à pied. Voilà, ça permet de réduire les distances parcourues. Voilà, on parle aussi réduire les distances parcourues en avion, bien sûr, on va en parler avec tout ce qui est visio et tout. Et là, ce que je vous propose, c'est de parler de pistes d'action concrètement qu'on peut mettre en entreprise. C'est le but aussi aujourd'hui. Et donc là, je vais vous faire voter, sachant que chacun a des entreprises différentes, mais c'est pour avoir une idée un petit peu des pistes d'action que vous souhaiteriez mettre en place. Donc, je vous invite à voter. Ce n'est pas en engageant, bien sûr, c'est juste des propositions. Ça ne veut pas dire que si vous êtes sur Orange, on le mettra en place, mais ça m'intéresse d'avoir un petit peu votre avis là-dessus. Et je vous invite à voter pour quelles sont les pistes d'action, selon vous, qui pourraient être mises en place en entreprise. Vous avez droit à un seul vote. Ce que je veux vous dire là-dessus, et ça c'est l'intérêt de l'atelier, quand vous allez le faire vous dans votre entreprise à votre tour, vous pouvez parfaitement bien sûr adapter les questions. L'atelier qu'on a imaginé avec Emmanuel, c'est vraiment, il est très souple, très polyvalent. C'est une trame et bien sûr vous allez pouvoir ensuite adapter les questions à vos participants, à votre environnement. Alors là, par exemple, parce que c'est vrai que chez Orange, avec notre moyenne d'âge, du coup, la crèche et la garderie, il y a moins de. C'est pour nos petits-enfants. Bon, vous n'êtes pas. Non, mais la moyenne d'âge n'est pas si élevée que ça. Donc là, vous êtes une majorité, sachant qu'on peut faire, dans une entreprise, vous pouvez faire plusieurs votes, mais là, je vous demande juste une vote. Mettre en place une charte pour limiter les déplacements en avion. Alors ça, c'est un sujet très important. Pour réduire les déplacements perso, aujourd'hui, l'impact de l'avion est très important. C'est 4% des gaz à effet de serre. Est-ce que vous avez quelques idées comment réduire les déplacements en avion? Alors, au niveau pro, c'est assez facile, c'est la visio. Systématiser la visio, n'autoriser le déplacement que dans des cas exceptionnels. Il y a une autre suggestion aussi que je vous fais, c'est réduire les miles. Les miles, ça n'encourage pas du tout à la sobriété parce qu'en fait, vous récupérez des miles pour vous à titre personnel. Alors, je comprends que ça puisse plaire aux gens, mais l'entreprise n'envoie pas un bon signal. Alors, quitte à avoir des miles, des récompenses, pourquoi pas proposer des dons à des associations, ce genre de choses, avec les miles que vous récupérez pour des trajets en avion qui sont inévitables. Ouais, mais tu vois, Philippe, ils vont faire grève, Air France et tout ça, et après, nous, même si on ne prend pas l'avion, on va nous demander de payer pour enflouer la caisse, quoi. Donc, c'est un serpent économique. Est-ce que sur les déplacements en avion, vous avez, personnellement, moi, j'ai vu beaucoup de changements depuis le Covid. Bien sûr, le Covid a imposé les restrictions, mais beaucoup de gens ont découvert les vacances en France, les randos vélos, ce genre de choses. N'hésitez pas à témoigner là-dessus. En tout cas, ce qui est clair, c'est que là, la contrainte aujourd'hui du Covid aussi a des bénéfices, puisque la visio, bien sûr, le télétravail et les nouveaux modèles de vacances se développent, notamment grâce à la contrainte. Je vous propose de passer sur la piste d'action suivante, puisque là, on commence à parler de réduction d'impact des déplacements. On a vu comment on peut réduire les déplacements. Maintenant, l'idée, c'est comment optimiser ces déplacements. Et donc là, à nouveau, un petit quiz. Le taux de remplissage moyen d'un véhicule en France. Est-ce que vous avez une idée d'après vous? Donc, 1,43 passagers par véhicule, 1,63, 1,83. Donc, vous voyez la réponse, quelle que soit la réponse, de toute façon, vous voyez bien qu'on n'est pas dans l'efficacité. On en avait déjà parlé, mais un véhicule, c'est autour d'une tonne 100 pour, en général, transporter une ou deux personnes. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout efficace. Une tonne 100 pour déplacer 70 kg. Juste pour rappel, les fourmis, pour ceux qui connaissent un petit peu, elles sont capables de transporter 6 fois leur poids. Un vélo transporte 4-5 fois son poids. La voiture, c'est l'inverse. Elle transporte un dixième, mais pas un quinzième de son poids. Alors, le taux de remplissage d'un véhicule moyen en France, est-ce que vous avez une idée?
1,43, on a une très bonne équipe aujourd'hui. Hein. Je vais arrêter la réponse maintenant parce que la réponse m'arrange. C'est ça, c'est la bonne réponse. C'est 1,43 passagers par véhicule. D'où l'importance de faire au maximum du covoiturage. Et là, j'aimerais vous entendre si certains d'entre vous ont déjà adopté cette solution à la fois au niveau professionnel et aussi à titre personnel, soit en tant que conducteur, soit en tant que passager. Alors sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas que Blablacar, hein, on entend beaucoup parler, il y a Blablacar aussi Daily pour les trajets courts, voilà. Mais est-ce que vous connaissez des services en entreprise de covoiturage aujourd'hui, des plateformes pour qu'entre entreprises riveraines, on se rende compte qu'on peut mutualiser ces déplacements? Alors, chez Orange, on promeut l'appli qui s'appelle Klaxit, en fait. Donc, on peut faire la présentation dans chacun de nos sites, si c'est pas déjà fait. Et puis, parce que c'est vrai que sur les applis pour covoiturer, il faut qu'il y ait des gens qui se proposent aussi, mais sinon ça marche pas. Ouais. Alors, et tu veux qu'on réponde comment, Philippe, du coup, pour répondre sur les expériences de covoiturage sur le chat? En chat, vous pouvez dire 2 mots, si ça est bien passé, si vous recommandez, si c'est facile à organiser. Puisque là, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de visio, il n'y a pas de micro ouvert. N'hésitez pas. En fait, le covoiturage, on le fait quand on va ensemble avec une équipe ou des collaborateurs à un endroit donné, mais sinon, c'est pas simple, quoi. Ouais. D'où l'intérêt aussi des fois d'avoir une plateforme de covoiturage. Et Emmanuel, tu as mentionné Klaxit, je crois. Il y a aussi Caros, il y a Mobicop. En fait, voilà, n'hésitez pas aussi à impulser ça à votre travail. Alors, si vous êtes sur un site tertiaire, ça veut dire ouvrir aux entreprises riveraines pour démultiplier les possibles. Sachant que le trajet domicile-travail, ça représente un budget très conséquent, hein, si on voyage tout seul. Et donc, l'avantage de bénéfice, c'est qu'on fait énormément d'économies. On peut diviser par 2 la facture énergétique et le carburant. Et l'autopartage, pourquoi? Parce que l'autopartage, aujourd'hui, une voiture, encore une stat, hein, 94% du temps, elle n'est pas utilisée. Et bien, ça consiste à optimiser l'actif qui est la voiture. Donc ça, on va en parler. C'est aussi avoir des flottes de voitures partagées en entreprise plutôt que d'avoir des voitures de fonction. C'est beaucoup plus intelligent. Après, il y a la voiture électrique, mais il faut une autonomie, il faut des chargeurs de... Ouais. Alors, la voiture électrique, ça a beaucoup de flottes d'autopartage sont électrifiées, autant faire les deux. Hein. Surtout les flottes d'autopartage, souvent, c'est pour des déplacements des salariés, pour professionnels ou pour se placer chez un client dans un périmètre limité. Et les bénéfices aussi, je voulais en parler de l'autopartage, c'est qu'aujourd'hui, les services sont tellement faciles du type Ubico, je pense aux particuliers, mais il y a d'autres, hein, il y a Vertu et autres, c'est que vous arrivez avec votre smartphone, vous allez pouvoir ouvrir le véhicule directement, le récupérer sur une place de parking ou même auprès d'un particulier avec des applications qui sont disponibles. Et ça facilite vraiment, ça vous permet de vous séparer d'un deuxième véhicule. Beaucoup de gens, en fait, ont un deuxième véhicule, donc ils se servent uniquement pour les grandes vacances. Et ben, c'est beaucoup plus économique de louer un véhicule, par exemple, pour les grandes vacances, parce on s'en sert, le véhicule est surdimensionné uniquement dans ces cas-là, pour des cas bien spécifiques. Donc ça aussi, c'est des bénéfices. Juste pour rappel, le budget d'un automobiliste en France, c'est 6 000 €. Voilà. Donc là, vous vous réduisez pour à la fois réduire votre impact en termes de gaz à effet de serre et aussi votre facture. On va passer sur les pistes d'action qu'on peut mettre en entreprise. Alors, le rythme est soutenu parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va pouvoir voter. Et encore une fois, j'aimerais vous écouter, vous entendre sur ce que vous aimeriez mettre en place dans vos entreprises respectives. Donc, tout d'abord, je vous ai proposé une flotte en autopartage au lieu d'avoir des véhicules attitrés. Ensuite, ça, c'est un gros sujet, la voiture de fonction. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui donnent des voitures de fonction pour attirer les gens, mais avec les jeunes, ça ne marche plus. Je vous dis, ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux proposer des bouquets de mobilité à la place. Une sorte de pass qui va permettre à la personne d'avoir, par exemple, pouvoir louer avec Ubico, pouvoir avoir accès à des tarifs préférés SNCF, à Navigo, ce genre de choses. Ensuite, lancer un sondage d'entreprise pour savoir qui serait intéressé par le covoiturage. Ah oui, ça commence par ça. On en parlait avec Emmanuel aussi pour le covoiturage. L'idée d'Emmanuel, c'est de mettre une petite carte avec des punaises et des petits fils où chacun peut mettre une étiquette pour dire où il habite. Et ça permet de se rendre compte des possibles. C'est un truc facile à faire.
dans son entreprise. Et puis, donc ça, c'est la 4e idée. Et enfin, avoir une plateforme de covoiturage inter-entreprise. Voilà. Donc, qu'est-ce que les tendances? Alors, en majorité, ouais, remplacer la voiture de fonction par un bouquet de services. Vous êtes une majorité à préconiser ce type de piste d'action. Et ça a du sens, encore une fois, vis-à-vis des jeunes aujourd'hui. Être propriétaire d'un véhicule, enfin, ou du moins avoir un véhicule, c'est pas attractif. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir se déplacer avec un impact environnemental réduit. Alors dans le chat, on a des retours également d'autres services. Pas sur cette question-là. Sur cette question-là. Alors, on parlait aussi, on peut mettre en place aussi d'autres avantages, comme avoir des parkings réservés, bien sûr, pour le covoiturage. Hein, ça paraît évident. Dans les entreprises que je voulais vous citer pour louer facilement un véhicule auprès de particuliers, il y a Getaround. Autrefois, ça s'appelait Drivey, ça a été racheté par les Américains. Voilà, Getaround qui permet de louer auprès des particuliers. Voilà, il y a vraiment aujourd'hui énormément d'offres qui permettent vraiment de se passer d'un véhicule plus facilement qu'autrefois. On a un message de RVB6 dans le chat. Le covoiturage, c'est commode quand tout le monde se déplace au même moment pour aller au même endroit, mais avec le télétravail, les horaires décalés, c'est pas évident. Ouais, très, très, très bonne remarque. Exactement. Et on a une question de Christophe aussi de réexpliquer le 4, afficher une carte. Oui, peut-être qu'Emmanuel, tu veux en parler, parce que l'idée vient de toi au départ. Oui, l'idée, c'est vraiment d'afficher dans le hall d'entrée, par exemple, du bâtiment, une carte de la région où, en fait, les gens mettent ceux qui ont envie. Hein, j'habite dans tel village ou vers tel endroit et je laisse mes coordonnées avec la punaise. Mais si les gens veulent faire un covoiturage avec moi parce qu'ils habitent pas loin, voilà. Ou alors, un truc que je propose ou je cherche aussi. Ça peut être les deux. Hein. Si c'est à chaque fois une voiture au lieu de deux, par exemple, un jour sur deux, c'est l'un et le lendemain son voisin, ça fait toujours 2 fois moins, en fait, de voitures qui sont en circulation et donc 2 fois moins d'essence mise brûlée et de CO2 dans l'air. Donc ça permet, c'est même sans appli, et puis parfois on ne sait pas exactement où habitent les gens, et donc... C'est du low-tech. J'aime bien aussi ta solution, Emmanuel, parce que c'est du low-tech. Hein. Voilà. Un bout de ficelle, une punaise, et on se lance. Et Christophe demande si l'appli Klaxit sait faire ça aussi. Oui, l'appli Klaxit, elle est pensée pour le milieu entreprise. Donc ça va. Et par rapport à effectivement le fait que maintenant qu'on n'a pas forcément des horaires, on a des horaires décalés. En fait, pour répondre à ça, la seule solution, c'est d'étendre le vivier de covoitureurs potentiels pour multiplier les possibles. Ça veut dire qu'il faut vraiment dans une logique d'ouverture auprès de nos entreprises. Ne restez pas dans votre coin. Si vous êtes sur un site, allez voir nos entreprises rivales pour dire rejoignez cette plateforme pour qu'on ait plus de choix ensemble. Tout à fait. On parlera aussi des horaires aménagés. Ça peut être aussi un sujet pour éviter aussi d'être dans les heures de pointe et de tomber dans les embouteillages, parce que même en covoiturage, on peut être dans les embouteillages. Ça peut être aussi intéressant pour l'employeur de proposer à ceux qui sont en covoiturage de moduler leurs horaires. Ça peut être un petit avantage que vous donnez à ceux qui sont en covoiturage. Un chiffre de l'ADEME, si vous êtes à 30 km de votre lieu de travail, autrement dit 60 km aller-retour par jour en voiture, figurez-vous que les économies en faisant du covoiturage sont considérables, c'est 2 000 € par an. 2 000 € d'économies par an. Et je ne parle pas en termes de gaz à effet de serre. Si vous êtes deux dans la voiture, vous divisez par deux mécaniquement les gaz à effet de serre par rapport à la situation d'avant. Il y a d'autres questions. Je vois une question en rouge. On a Edgar qui dit que le mode inter-entreprise permet de mutualiser les moyens et de démultiplier les possibilités. Ouais. Et ça, c'est la logique aussi, vous savez, de mon atelier Cofrugal. On partage à notre niveau en tant qu'individu, micro-solution, mais il faut faire à tous les niveaux. Il faut le faire au niveau des entreprises, il faut le faire au niveau du territoire, des collectivités locales, parce que le défi à relever est tellement grand que tout seul, on n'y arrivera pas. Et c'est seulement en mettant en commun qu'on se rend compte qu'il y a des possibilités. Du comotorage, je signe tout de suite. Isabelle Chambert. Alors oui, ça c'est... moi j'aurais trop peur, mais bon. Merci Isabelle, c'est une première. Je n'avais jamais entendu parler du comotorage. Merci, carrément. Ou de la trottinette. Alors il faut être un peu proche, parce que des fois, s'il faut gripper son collègue, ça crée la proximité. Moi, avec tes collègues, je ne le sens pas. Ouais.
Faut avoir confiance aussi. On a parlé de covoiturage, autopartage, vraiment explorer ces sujets, aussi bien à titre personnel que professionnel. Il y a encore beaucoup de... Alors, je vois de plus en plus dans Paris, tu sais, des pousse-pousse, là, je sais pas comment on appelle ça, tu sais, des vélos porteurs, enfin. Ouais. Mais est-ce qu'on risque pas de se retrouver comme à Pékin où tu peux plus circuler à cause des vélos porteurs, enfin. Écoute, si on en est là, c'est pas grave. J'ai envie de te dire, on en reparle le moment venu. Ça sera pas un souci. Ça sera pas un souci, ouais. Je vous propose de passer à la piste d'action suivante. Vous voyez le déroulé, hein. Là, c'est des pistes d'action. Demain, vous faites l'atelier, vous proposez vous-même vos propres pistes d'action. Je privilégie la mobilité douce. On a commencé à en parler. Alors, la mobilité douce, c'est la mobilité qui n'est pas motorisée, pour que vous puissiez comprendre. Petit quiz, le pourcentage des actifs qui se rendent toujours au travail en voiture, d'après vous, 54%, 64%, 74%. Allez, on lance les votes. Jusqu'à présent, c'est un sans faute, hein, donc je compte sur vous pour avoir la bonne réponse. Alors, 74, sachant que moi, je vais arrêter le compteur quand ça m'arrange, en fait. Allez, j'arrête maintenant. Bon, faut être rapide, hein. C'est une bonne réponse, félicitations. 74% des personnes vont au travail en voiture. Alors, il y a pour une partie des gens qui vivent en périurbain, il n'y a pas forcément le choix, c'est compliqué, il y a la campagne. Pour les autres, c'est plus facile. Moi, ce que j'aimerais entendre, c'est des gens qui ont changé ces dernières années de mobilité, qui allaient au travail en voiture et qui ont décidé d'adopter le vélo électrique. Le Covid, avec les coronapistes, notamment à Paris, ça favorisait ça. Est-ce qu'il y en a qui ont changé leur mode de locomotion pour aller au travail? Le tandem aussi, ouais. Alors là, on est toujours sur une logique entre collègues. Voilà. Il y a Clara qui a apparemment dit oui, mais tu peux préciser, Clara, en quoi tu as changé de... Je vous pose la question parce que le Covid, il y a aussi la peur de prendre les transports en commun. Alors, les transports en commun, on va en parler. C'est pas de la mobilité douce à proprement parler parce que c'est motorisé, mais c'est Clara, elle fait comme Emmanuel, elle est passée au vélo. Ouais, ok. Et Christophe, il est passé en voiture vers VTT électrique, un jour sur deux. Et est-ce que vous voulez parler des bénéfices? Quelques mots clés pour vous parler des bénéfices. Moi, personnellement, pareil, je suis en vélo. Moi, je trouve qu'un des bénéfices... Isabelle, elle va à pied. C'est la réduction du stress. Parce qu'on arrive toujours à l'heure. Il n'y a jamais d'embouteillage en vélo. Mais il y en a plein d'autres. La santé, ouais, exactement. Ça, c'est important parce que, Emmanuel, tu mentionnes la santé, parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire du sport aujourd'hui, dans nos emplois du temps bien chargés. Et aujourd'hui, la sédentarité, c'est le 4e facteur de mortalité dans le monde. Donc, une demi-heure d'exercice par jour, si vous faites du vélo, même du vélo électrique, c'est toujours mieux que rien. Il y a François Drouin qui nous dit, salut François, passer de la voiture à 100% au transport en commun à 80% et voiture à 20%. Mais c'est vrai que pour rejoindre Orange Garden, c'est pas évident. Mais bon, c'est toujours obligé de marcher. C'est un mix. Ouais, merci beaucoup. Le mix, on retrouve souvent le mix énergétique par les bouquets de transport. Alors, ce qui est bien, c'est que le forfait mobilité durable, je pense que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, je vous en dirai 2 mots, il permet d'accompagner ça. Forfait mobilité durable, il permet aux employeurs de contribuer. Et normalement, je parle sous ton contrôle, Emmanuel, mais on a aussi un plan de mobilité douce avec une aide. C'est la même chose, ouais. Donc on a chez Orange, il y a 3 € par jour par salarié si on si on fait du covoiturage aussi, si on fait du vélo, de la trottinette, voilà. Alors c'est vrai qu'on préfère la mobilité douce quand il fait beau qu'en période de pluie et d'hiver. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi des gens qui se font du vélo et qui vont te dire, en fait, que, par exemple, finalement, alors moi, pour le coup, je vais témoigner, les rares fois dans l'année où je ne peux pas prendre le vélo parce qu'il y a un orage trop important, ça doit arriver 3-4 fois dans l'année. Dans ces cas-là, ça dure 10 minutes, je me mets à l'abri. Voilà. Sinon, après, on a l'habitude d'avoir les douches à l'accueil. Merci, Emmanuel, très important. Ça encourage la pratique du vélo. Et aussi, certains peuvent venir même en course à pied au travail ou la marche, très important. J'en profite pour dire, on a eu souvent ce genre de retour, moi, auprès d'autres membres de la communauté Cofrugale, des gens qui venaient en métro au travail à Paris. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des douches au travail, donc tu vois. Ouais. Je ne suis pas au courant, quoi. Et venir, je connais des gens qui ont arrêté de prendre le métro pour faire la marche, et en fait, des fois, la marche, c'est pas tellement plus long que le métro. Le métro, c'est pas si rapide que ça. Et on arrive, voilà, là, on s'oxygène, en tout cas, on fait l'exercice un petit peu.
Donc voilà, c'est aussi intéressant même si on est en transport en commun, de tenter la marche, ou de s'arrêter une station plus tôt pour finir à pied. 74%, pardon. De toute façon, je crois que chez Orange, on a adopté un peu de manière un peu plus répandue après le Covid, le télétravail au minimum. Je crois qu'on a droit à 3 jours par semaine. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont recours au télétravail maintenant. Ouais. Alors, ça participe à la réduction des trajets, on l'a vu tout à l'heure. Là, on est plus sur la mobilité douce, mais là, je vous propose des petites actions à nouveau. Alors, c'est pas exclusif, hein. Moi, c'est celle que avec Emmanuel, avec qui on a travaillé. Alors, j'ai oublié de vous dire, c'est une co-création, ce kit, hein. C'est avec les équipes d'Orange, Emmanuel et ses collaborateurs qu'on a réfléchi sur des petites actions, mais c'est pas exhaustif, hein. Encore une fois, vous adaptez. Voilà des propositions. La mise en place d'un défi de mobilité durable aussi, ça marche bien. La semaine prochaine, par exemple, on décide d'essayer de se passer de la voiture exceptionnellement, pas le droit de venir, ou alors du covoiturage, pas le droit de venir avec sa voiture individuelle. Ça peut être un beau défi. Alors, c'est quoi les tendances qui est majorité, la mise en place d'un plan de mobilité employeur. Alors ça, chez Orange, c'est le cas. Dans les petites entreprises, c'est pas forcément obligatoire, mais vous pouvez le faire sur la base du volontariat. Des horaires flexibles, on en a parlé tout à l'heure. Ça aussi, c'est important. Alors, la tendance, c'est la mise en place d'un plan de mobilité employeur. Ouais, ça commence par ça, parce que la mise en place d'un mobilité employeur, ça va réfléchir sur tous les aspects de mobilité, y compris la mobilité de vos clients. Encourager vos clients à venir au travail, vous voir en utilisant d'autres modes de transport que la voiture, par exemple. Les clients et les jeunes pour l'embauche aussi. Hein. Il y a quand même, moi je connais l'histoire de quelqu'un qui a été un jeune diplômé juste embauché, qui arrive, qui demande où est le parking vélo dans un site et on lui répond non, il n'y en a pas. Il dit je viens pas. Ah ouais. Ah ouais, tu vois, c'est intéressant parce que on parlait tout à l'heure la voiture fonction qui est un peu désuète, qui est démodée. C'est vraiment intéressant, ouais. C'est vrai que pour un jeune d'arriver dans une entreprise et de voir qu'il n'y a pas de parking, par exemple, de parking pour les vélos, quelque part, il se dit cette entreprise n'est pas à l'écoute, elle n'est pas en avance sur ces sujets, ouais. Alors là, on n'en a pas parlé, mais des bénéfices, il y a les bénéfices économiques, écologiques, mais il y a le bénéfice marque employeur. Merci, Emmanuel, de citer ça, très important. L'aspect marque employeur sur lequel on insiste beaucoup maintenant. Alors, des questions, des témoignages pour installer l'application Rain Today. Alors, bien sûr, oui, pour regarder un peu la météo. Ce qui est intéressant, juste, moi, j'insiste aussi sur la sécurité. Si vous faites du vélo, vous prenez le réflexe, surtout au début, on n'a pas l'habitude. La circulation en ville, un casque, c'est très important. Un gilet jaune ou alors un blouson jaune, ça c'est très important, la règle de base. Et aussi, je vous encourage, si vous n'avez jamais fait le trajet, à commencer doucement à faire une rando vélo le week-end, pas vous lancer directement comme ça. Ou pourquoi pas organiser ça avec des collègues, faire un trajet ensemble, le collègue domicile-travail, si vous avez des collègues qui peuvent faire le trajet à la nuit. Un peu comme on ferait avec des enfants qu'on initie à la mobilité au vélo. Alors, on va passer à la piste d'action suivante. Quand on n'a pas le choix, c'est seulement quand on n'a pas le choix. Pourquoi je vous dis ça? C'est l'éco-conduite. Donc, l'éco-conduite, on est d'accord, on essaie de se passer du véhicule, mais quand on n'a pas le choix, on est périurbain, on n'a pas de solution, on n'a pas de navette, on n'a pas de tiers-lieu, on n'a pas de télétravail. Qu'est-ce qu'on fait? On adopte l'éco-conduite. Donc là, un petit sondage, petit quiz à nouveau. Après vous, combien vous allez faire d'économies sur le carburant en passant de 130 à 110? Sur l'autoroute, bien sûr. Sinon, vous n'êtes pas censé rouler à 130. Alors, je vous invite à voter. Vous avez l'impression que c'est sans faute. Alors, vous êtes... Encore une fois, je vais tricher un peu. J'attends le résultat. Non, c'est pas ça encore. Bon, je vous donne la réponse. C'est pas autant que ce que vous imaginez. Ouais, la bonne réponse, c'est la réponse B. C'est 20%. C'est quand même considérable. Alors que vous sachiez, si parmi nous, aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui travaillent pour les collectivités publiques ou des fonctionnaires d'État, vous êtes obligés, vous, maintenant, avec votre véhicule de fonction, d'être à 110 ans. Donc, vous ouvrez la voie, c'est de l'éco-conduite forcée obligatoire. Pour les autres, je vous encourage. Ouais, 20%, c'est considérable. Moi, j'ai proposé que ce soit quelque chose qui soit pris dans notre direction. Bon, pour l'instant, j'étais un peu regardée bizarrement.
Ouais. Mais, Écoute, si les mais j'en ai fonctionnaires, parlé. l'État donne exemple, Mm. on peut imaginer que des entreprises comme vous, la vôtre, suivent derrière. Hein. Ou alors, ça peut être sur la base du volontariat. Ça peut dire, on va pas forcer, mais on va dire, moi, je m'engage à pas dépasser le 110. Voilà. Moi, Il y a Claire Laheurte qui témoigne que dans son agence, suivi CO2 par bénéficiaire de véhicules attribués et si trop supérieur, inscription à éco-conduite Ah, d'office. excellent. Ouais. Ouais, mais il y a un côté, enfin moi que j'aime pas, où tu rajoutes de l'interdiction ou des sanctions. Enfin, tu vois, c'est à un moment donné. Oh, un cours de plus, c'est pas de l'interdiction ou une sanction. Ouais. Après, Thomas, où je te. C'est vrai qu'il y a un petit côté, mais je pense que c'est la manière dont on résume ça, mais on ne peut pas obliger de toute façon quelqu'un à faire des co-conduites. Mais il y a un vrai bénéfice parce que quand vous faites des co-conduites, vous n'êtes pas schizophrène. Hein. Si vous commencez avec le véhicule d'entreprise, vous allez faire également des économies avec votre véhicule personnel. Je vous donne juste un ordre de grandeur. Un minima, les co-conduites, c'est 5 à 7% d'économie sur le carburant. Si vous étiez du genre à avoir une conduite agressive, là, ça peut être considérable, ça peut monter jusqu'à 40%. Et donc là, vous voyez bien que vous allez faire des économies pour vous. Donc, quelque part, c'est presque comme si votre employeur redistribuait du pouvoir d'achat en vous formant. Il y a la Poste qui a formé tous ses salariés, 60 000 à l'éco-conduite. Ça, c'est vraiment pour moi un incontournable aujourd'hui. En plus, Orange, il y a énormément d'applications qui existent pour l'éco-conduite. Donc, on peut imaginer que vous, étant positionné sur tout ce qui est objet connecté numérique, vous puissiez aussi encourager l'adoption, favoriser l'éco-conduite. Ouais, alors, signer la charte conducteur, voilà. Aussi, le système de charte d'engagement volontaire, moi je trouve ça très efficace, plutôt que l'injonction. Alors, est-ce que maintenant vous voulez partager en chat des solutions d'éco-conduite? C'est quoi l'éco-conduite d'après vous? Est-ce que vous connaissez les grands principes? Moi je vais vous les donner, mais vous pouvez aussi en mettre en chat, en partager. Et après on va on va arrêter la mobilité, on va parler chauffage. Alors, Il y a ouais, Christophe qui nous Christophe. dit moins de 2000 tours par minute. Emmanuel, Entretenir. l'entretien c'est très important. Tout à fait, l'entretien c'est... Alors, vérifier la pression des pneus aussi, vérifier les niveaux d'huile et tout, les filtres. Il y a Isabelle qui nous dit communication non violente. Aussi. Ah ouais? Ouais. Bah, quand on conduit communication non violence, moi je pense que quand on conduit plus doux, quand on conduit plus douce, ça réduit le risque d'altercation avec d'autres automobilistes, ça c'est clair. Utiliser le frein moteur, exactement. Anticiper, ralentir, voilà. Ne pas freiner brusquement. L'éco-conduite, principe de base, c'est vraiment ça, c'est l'anticipation. À quoi ça sert de démarrer brusquement s'il y a un feu rouge qui est à 300 mètres plus loin, si on anticipe un ralentissement. Et c'est quoi les bénéfices au-delà? Je parlais des économies, on parle aussi un peu, il y a quoi d'autre comme bénéfice? On réduit les risques d'altercation. Il y a un autre bénéfice qui est la sinistralité, c'est dans le langage des assureurs, vous avez moins de risques d'accident. Baisse de consommation énorme. Merci Claire pour ce témoignage. Est-ce que l'éco-conduite est obligatoire en formation initiale à la conduite? Eh bien non, Karine, c'est une très bonne question. Ça devrait être obligatoire. Je vais me renseigner. Gaëlle, elle nous dit moins de kékés sur la route. Je ne sais pas ce que c'est un kéké. Ah, c'est quelqu'un qui a tendance Parce que c'est un kéké. Non. Moi, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est quelqu'un qui met le bras à l'extérieur, qui met la musique à fond et qui a une conduite très agressive et qui donne l'impression que personne d'autre compte à part lui. Alors, dans les conseils en éco-conduite, il y en a beaucoup là qui sont remontés. D'autres, c'est vérifier l'aérodynamisme du véhicule. Ne gardez pas la galerie sur le toit si vous partez au ski une fois par an, vous retirez la galerie. Et évitez d'avoir le coffre, des objets dans le coffre qui surchargent et que vous allez trimballer si vous n'en avez pas besoin. Je suis d'accord avec Hervé, on ne va plus acheter de Ferrari, de belles voitures qui roulent à 200 à l'heure. Ah Thomas, oui. Alors, c'est Hervé aussi. C'est une Ferrari, voilà. Et mettez pas une galerie et un porte-vélo dessus. L'autre chose aussi, c'est quand vous êtes à un arrêt, si vous n'avez pas un véhicule équipé d'un stop and start, ce qui se fait beaucoup sur les nouveaux véhicules, dès que vous voyez... mais tu vois, Philippe, c'est un vrai débat. Je ne vais pas lancer le débat ici, mais je suis surpris qu'on continue à faire la pub des grands prix de Formule 1 et des courses automobiles alors qu'on parle de sobriété à côté. Enfin, tu vois, il y a... Alors, on va arrêter là, Thomas. Mais oui. D'accord. Après, les contradictions, il y en a partout. On va essayer de nous les résoudre en incarnant le monde qu'on voudrait avoir. Mais oui, c'est pas les contradictions qui manquent. Et Philippe, qu'est-ce que tu disais alors comme qu'est-ce que tu disais comme solution du coup aussi pour
Ouais, donc éteindre le moteur, hein, dès que si vous n'avez pas le stop and start qui est automatiquement, dès que vous allez arrêter plus de 10 secondes, vous éteignez le moteur. D'accord. L'autre chose, c'est que les 5 premiers kilomètres, il y a énormément de pollution, donc évitez aussi tout ce qui est accélération au début quand le moteur n'est pas chaud. Parce que ça, si vous avez un VDN, vous allez vous rendre compte, hein, il y a pas mal de particules fines à ce moment-là, de fumée noire. J'ai parlé de pression des pneus, enfin tous ces conseils-là, vous les retrouvez un peu partout dans le kit, il y a la liste détaillée. Je vous propose maintenant de passer à un autre sujet. Alors, on a vu la mobilité, encore une fois, un gros poste, hein, 23% des gaz à effet de serre. Maintenant, on va parler chauffage, la partie habitat, logement, tertiaire. Donc, maintenant, ça, à mon avis, vous allez tous avoir la bonne réponse. En réduisant d'1 degré la température de chauffage, de quel pourcentage vous diminue la facture? Je vous invite à voter en ligne. Je pense que vous allez avoir la bonne réponse parce que maintenant, il commence à y avoir un gros. L'État communique activement sur ces sujets avec chaque geste compte. Et Orange et nous, Ecofrugal, on essaie également de faire notre part. Donc, ça, je pense que les gens vont être de plus en plus au fait, connaître les chiffres. Ouais. Vous êtes une majorité, ouais, à avoir la bonne réponse, c'est 7%. 7%, c'est quand même considérable. Hein. Parce que si vous faites 2 degrés, vous voyez que ça devient exponentiel. Hein. 2 degrés, ça ne va pas être 14%, ça va être plus que ça. Donc, vous êtes une majorité à avoir trouvé la bonne réponse, c'est 7% exactement. Maintenant, je voudrais vous entendre sur les températures au bureau. C'est quoi votre ressenti? Est-ce que vous pensez que c'est trop chauffé chez vous? Pas assez? Vous pensez que les gens font n'importe quoi? J'aimerais vous entendre là-dessus. Alors... Parce que les températures de référence aujourd'hui, c'est 19 degrés dans les bureaux. Hein. Là, c'est 19 degrés max. Ouais. Alors, je vous parler après de pratiques qu'on peut mettre en place. Le sujet de la température dans les bureaux, c'est un sujet clivant à minima. C'est même un sujet qui peut générer des tensions. Donc, on va voir ensemble à quelques minutes comment on peut pacifier le truc. Déjà, le conseil que je vous donne, c'est systématiquement, voilà, merci Emmanuel, chacun ne ressent pas la température de la même façon. Donc, à un moment, il faut quand même objectiver. Il faut savoir d'où on parle. Donc, non, pas toutes les pièces, mais toutes les pièces témoins, avoir un thermomètre. Alors, pas forcément connecté, ça peut être à alcool, hein, avec le trait rouge. Ça, c'est très important, c'est objectiver la température. Il faut savoir de quoi on parle. Première chose. Deuxième chose, ça va être de définir une plage de température sur laquelle on se met d'accord. Alors, soit dans un bureau avec les gens qui on partage le même espace, c'est pas forcément dans tout le bâtiment, ça peut être le bureau là où on a la main sur le chauffage. Et la plage de température aujourd'hui du gouvernement, c'est pas vraiment obligatoire, mais c'est celle qu'on recommande, c'est de 19 à 26. Moins de 19, on met le chauffage. Plus de 26, éventuellement la clim. Sachant que la clim aujourd'hui, c'est exponentiel. Si on peut s'en passer, on va en parler, on peut essayer de s'en passer. Mais entre 19 et 26, on ne touche à rien. On ne met pas de clim, on ne met pas de chauffage. Alors, le ressenti, ensuite, c'est là où c'est intéressant. C'est que si la personne a froid, qui fait 19 degrés, on peut dire, écoute, on est dans la plage. Là, déjà, on s'est mis d'accord, on est dans la plage. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, à ton niveau? C'est ajuster au niveau de la température corporelle. Le meilleur moyen, c'est d'ajuster via la couche de textile, tout simplement. Donc, ça peut vous paraître un petit peu, comment dirais-je... non, mais on a tous ressorti nos pulls et voilà. Souvent, on reste en manteau, en fait. Le truc, c'est qu'on reste en manteau pour travailler. Exactement, Emmanuel. Et tu sais que sur ce sujet, il y a aujourd'hui des entreprises françaises qui font des doudous qui sont en rupture de stock parce que des entreprises achètent des doudous ou des plaids pour leurs collaborateurs. Donc ça, vraiment, je vous encourage vraiment à définir une température de référence et surtout à objectiver. Parce que comme on dit, le ressenti dépend de tout le monde. Au niveau du ressenti, l'autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est que le ressenti dépend beaucoup de l'humidité, de l'hygrométrie en fait. Un endroit où il y a de l'humidité, à température égale, en fait, vous allez plus ressentir le froid. Donc, généralement, en entreprise, il y a une bonne aération, une bonne ventilation, mais chez vous, très important d'avoir un air sec. Et donc, ouvrez 10 minutes par jour. Faut aérer 10 minutes par jour. Pour à la fois question de pollution d'air à l'intérieur et aussi pour renouveler l'air et avoir un air sec. Très, très important. Et ça va vous permettre de penser moins pour le chauffage. Alors, c'est contre-intuitif. Hein. On se dit, ouais, j'ouvre 10 minutes. Alors, quand vous ouvrez, vous éteignez le chauffage.
et surtout l'air plus sec et plus facile à chauffer. Est-ce que quelqu'un a une idée des températures de référence recommandées pour les chambres? Les chambres et d'autres pièces de vie. Et après, on va parler aussi de... 18, ouais. Ouais, c'est 16, 17, merci Michel. 16 à 17. Et c'est quoi les bénéfices d'après vous? Il y a bien sûr les économies écologiques, il y a d'autres bénéfices. C'est quoi d'après vous? Réduire la température. On dort mieux, merci Manuel. Encore une fois, et ça c'est la logique de la philosophie des ateliers qu'on développe ensemble avec Orange, c'est qu'on ne veut pas être donneur de leçons, on veut aussi faire la pédagogie des solutions. Et ça peut paraître anecdotique, mais le fait aussi de savoir qu'on peut agir pour la planète et aussi de mieux dormir, et ben, ça fait partie des bénéfices induits. Aujourd'hui, beaucoup de gens en fait, ont la qualité de leur sommeil est altérée parce que en fait, c'est trop chauffé chez eux. Donc voilà des bénéfices induits indirects où chacun peut faire la pédagogie des solutions. Le froid endort, ouais, ça peut faciliter aussi l'endormissement. Merci Edgar. Incitation au câlin. Alors, ouais, voilà. Merci. Il y a des slogans qui réapparaissent dans ce slogan que j'ai déjà vu. Merci. Juste, Philippe, je te rappelle qu'on a 10 minutes pour conclure, d'ailleurs. Ouais. Le sujet passe vite. Je vous propose de passer sur les pistes d'action qu'on peut mettre en entreprise. Donc, on va voter. Alors, le code vestimentaire, c'est valable aussi hiver-été. Je vous invite à voter. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous donner un peu plus d'éléments. Pourquoi le cadre vestimentaire, vous l'avez mis comme prise d'action? Parce qu'en été, c'est autorisé éventuellement venir en chemise, éviter le costume quand le costume est obligatoire. Et en hiver, ça peut être autorisé tout simplement, les personnes même à garder un bonnet dans le bureau, avoir une petite doudoune. Donc, adapter le code vestimentaire pour la saison, ça c'est important. Bon, généralement, la plupart des entreprises autorisent, mais voilà, je ne sais pas comment ça se passe, par exemple, chez Orange, déjà en boutique, ils peuvent ajuster un code vestimentaire, puisque Orange fait aussi des efforts pour réduire la consommation d'énergie en boutique. Voilà les sujets. Alors, en termes de réponse, vous êtes une majorité à vouloir afficher la température, ouais. Je pense que ça commence par ça, ouais. Déjà, afficher la température, très très important. Et l'autre chose, une fois que vous avez affiché la température, il faut expliquer aussi aux gens comment éteindre le chauffage en partant de soi ou comment le réduire. Avoir le réflexe de fermer les portes, parce que tout n'est pas chauffé de manière uniforme, pareil chez vous. Des petites victoires rapides aussi que je vous propose, c'est éviter les déperditions de chaleur facile. Alors, dans 2 semaines, on parlera de la rénovation énergétique, mais là, ce que vous pouvez faire dès à présent, c'est calfeutrer les bas de porte. Bas de porte, ça peut être jusqu'à 5% de déperdition énergétique. Fermer les portes. Bon, voilà un autre moyen de réduire la facture de chauffage. Alors, une polaire siglée offerte, je vois qu'Edgar a envie d'avoir une polaire. Une polaire orange peut-être. En plastique recyclé, ouais. Si possible, bien sûr. Je vous propose de passer à la piste d'action suivante. Juste une dernière chose sur le chauffage, les réflexes aussi, c'est le soir chez vous, ou même en entreprise, fermez les volets. Ça fait une couche isolante. Et on a à peine parlé de la clim, mais en été, voilà, ouvrir les stores, faire un système d'aération, ventilation d'air chez soi, ventilateur, faire tout pour reculer le plus possible la mise en place de la climatisation, qui est extrêmement énergivore. Aujourd'hui, c'est un des postes qui explose dans le monde entier, la climatisation, voilà. Et chez vous, il y a des solutions, on en parlera aussi. Pas de volets dans les bureaux. Voilà. Si vous n'avez pas de volets, voilà. Mais si vous avez des volets ou des stores, pensez à les fermer le soir avant de partir. On passe à la petite action suivante. La dernière aujourd'hui, c'est l'optimisation. Et on parle d'efficacité, comment optimiser son électroménager, ses appareils de cuisson. Et donc là, je vais vous demander de partager des bonnes pratiques pour réduire l'impact, pour réduire la consommation électrique ou énergétique. Je vous invite à voter. Alors, soit dans le chat, soit via ou clap, n'hésitez pas. Il y a énormément de choses. Hein. Et il n'y a pas de petits gestes, tout. Mettre un couvercle, voilà, bravo. Ça, c'est 25% d'économie sur la facture sur l'énergétique. 25%. Débrancher les appareils en veille, voilà, couvrir, mettre un couvercle, ouais. Pas de veille. Voilà, les veilles claires, c'est qui mentionne les veilles, merci. C'est 80 € par an et par foyer. Alors, éteindre, il y a beaucoup de choses. Éteindre qu'on peut utiliser, voilà. Ça, c'est très important. Les lumières, comment ça se passe en entreprise? Est-ce que vous savez dans votre entreprise, si vous êtes le dernier ou la dernière à partir, est-ce que vous savez comment éteindre la lumière?
L'utilisation de ces appareils électriques aussi optimisés, ça veut dire aussi éteindre, débrancher un appareil qu'on n'utilise pas. Je parle de ça parce que dans de nombreuses entreprises, en fait, les gens ne savent pas comment éteindre les lumières, les tableaux de bord, on ne s'en sort pas. Donc, les gens, les derniers à partir, ils ne vont pas éteindre. Donc, ça, on peut agir, mettre des petites étiquettes. Alors, je reviens sur l'efficacité, débrancher les appareils. Alors, je vous donne quelques exemples rapides, mais tout ça, ça sera dans le kit que vous allez recevoir encore d'ici une dizaine de jours, tout détaillé. Vous allez voir, il y a une pléthore de solutions. Réduire la température pour du lave-linge, une lessive à 30 degrés. Ça, c'est 3. Vous réduisez la facture énergétique par 3 par rapport à 80 degrés. Laver les lave-linges ou les lave-vaisselle seulement quand ils sont pleins. Ainsi, vous allez faire une économie. Le mode éco. Le mode éco, c'est 45% d'économie selon l'ADEME. Le mode éco, encore une fois, c'est contre-intuitif, ça dure plus longtemps, mais en fait, ça consomme moins d'énergie. Autre exemple, cette fois, c'est sur le dégivrer. Je ne sais pas si, alors là, on commence à avoir beaucoup de solutions. Dégivrer sur le réfrigérateur, s'assurer qu'il a la bonne température, ne pas avoir un réfrigérateur trop froid, 5-8 degrés, c'est bon. Pareil pour le congélateur. Dégivrer, une couche de 3 mm de givre, c'est jusqu'à 30% d'augmentation de la consommation énergétique du réfrigérateur. Il y a énormément de choses à faire. S'assurer aussi que le réfrigérateur soit dégagé parce que le réfrigérateur évacue de la chaleur. Pour ça, il faut que l'air circule derrière. Donc, s'assurer que ce soit dégagé. Chez vous, dans votre cuisine, assurez-vous, ça peut paraître basique, mais que les appareils de chaleur ne soient pas à côté des appareils qui produisent du froid, tout simplement. Philippe, excuse-moi, il reste 4 minutes pour conclure. Oui, on est bien. Ça va, je ne voulais pas demander leur avis sur cette avant-première. On va y arriver. Je te remercie. En tout cas, tu es un maître du temps efficace. Je te remercie parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Enfin bref, je vous donne un dernier exemple. C'est tout ce qui est entretien détartré, que ce soit le chauffe-eau, la bouilloire. Pourquoi ? Parce qu'une résistance qui est entartrée, en fait, elle va devoir avoir plus d'énergie pour chauffer. Donc ça, c'est pareil. Dernier exemple, je vais m'arrêter là. Merci Thomas. Pyrolyse du four, faites-le quand vous venez d'utiliser le four, ça évite de lancer le four pour rien. Il y a vraiment plein de choses. Ma conviction aujourd'hui, et la conviction qu'on partage avec Emmanuel, c'est que l'ambition d'État, c'est de réduire de 10% les consommations énergétiques. Je pense, et sous le contrôle d'Emmanuel, qu'on peut arriver à bien plus 30%. En tout cas, nous, dans nos vies perso, je pense moi, j'ai fait le constat. Et donc, vraiment, voilà, je vous encourage à explorer ces pistes, que ce soit dans la sphère pro ou perso. Et puis, on va passer à la dernière étape, bien sûr. Je vais vous demander, alors les quelques réponses, j'en ai parlé, mais tout sera dans le kit. Et je vais vous demander, voilà, maintenant de vous donner une appréciation d'atelier. C'est une avant-première, Donc, l'avant-première, cet atelier. Ne soyez pas pour autant indulgents, mais c'est surtout aussi j'espère que ça vous donne envie de le faire à votre tour. J'ai beaucoup pris la parole parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas forcément interagir. Mais en présentiel, l'idée, c'est que chacun contribue. Et le kit d'animation vraiment vous autonomise, il vous guide pas à pas et c'est ludique, c'est sympa à faire entre collègues. Alors, 8,5. Alors, plus il y a de votes, mieux c'est, plus ce sera représentatif. N'hésitez pas, on vous laisse encore quelques secondes. Peut-être pour s'il y a des questions aussi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'atelier ? Et j'espère que vous serez là pour la deuxième partie dans 10 jours. Merci Edgar. Merci François. En fait, avec Emmanuel, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est que les sujets de sobriété énergétique aujourd'hui sont dans toutes les bouches, mais il n'y a pas d'outils aujourd'hui qui existent. Donc nous, c'est vraiment une première aussi. En mettant en ligne avec Orange ce kit, qui est en source ouverte, chacun peut s'approprier en l'idée de ouais. Il y a Isabelle qui propose le chauffage aux bougies, enfin la lumière aux bougies. Voilà. Alors c'est dangereux, on peut mettre le feu chez soi. Voilà. Mais nous, ce qu'on n'est pas les amis, voilà, on peut être à la LED. Aujourd'hui, réduire sa consommation énergétique, c'est déjà remplacer ces ampoules incandescentes par des LED quand ce n'est pas encore fait. On divise par 10 la facture énergétique. Alors, du coup, vous avez une avant-première puisque ça va être décliné auprès des équipes très prochainement. Voilà, vous avez vraiment l'exclusivité de cette initiative. Ouais. Alors, je ne sais pas combien vous êtes à voter, mais en tout cas, merci pour cette note, c'est la moyenne. Et puis là, vous pouvez nous faire un retour qualitatif cette fois, des suggestions, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, des commentaires pour la prochaine fois.
Et puis, de toute façon, vous aurez mes coordonnées. Et puis, on vous enverra tous le kit d'animation dès qu'il va être en ligne, dès qu'il va être prêt. C'est un PDF très léger, il va faire 2 mégas, et que vous pouvez faire circuler, et pour aussi donner envie aux gens de devenir référents, pourquoi pas, sobriété énergétique. Ouais, super. Et c'est vrai que merci beaucoup Philippe. Quand on le fait directement où tout le monde peut parler, c'est plus simple. Bon là c'était une première et puis on est peut-être un peu nombreux parce que généralement les ateliers si on les fait en physique c'est plutôt 7-8 personnes quoi, que chacun puisse ait le temps de s'écouter. Et on est super content puisque côté Orange Village sur Arcueil, on fait un prochain atelier. C'est la semaine du zéro déchet la semaine prochaine. Donc évidemment sur le zéro déchet. J'espère qu'on enchaînera avec cela. Écoutez, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Et merci Philippe, merci Emmanuel. Et rendez-vous le 12 décembre pour l'eau, les robinets, qu'on appelle ça, les robinets. Ouais. L'eau chaude sanitaire, la rénovation énergétique. Exactement. La modulation de ces équipements. Merci à toutes et à tous. Très bon week-end. D'accord. Et je vous laisse mon adresse mail dans le chat si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Voilà. N'hésitez pas. Et vous aurez le replay et le compte rendu cet après-midi. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.